Plongez avec nous dans les méandres oubliés de l'histoire, là où la survie tenait du miracle et où des civilisations entières naissaient et mouraient en silence. Ce soir, nous commençons par le courage remarquable des paysans médiévaux face à des hivers d'une brutalité inouïe. Des astuces d'isolation de fortune aux stratégies de sommeil collectif, leur récit est celui de l'ingéniosité et d'une détermination sans faille. Avant de vous installer, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais uniquement si vous appréciez sincèrement mon travail. Indiquez-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est pour vous, c'est toujours une joie de voir notre communauté mondiale se rassembler. Maintenant, tamisez les lumières, et laissons-nous porter ensemble dans cette épopée. Survivre à l'hiver médiéval. Quand on songe à la vie médiévale, on imagine des tournois de chevaliers et de joyeux festins. Pourtant, pour le paysan moyen, l'hiver n'était pas une fête, mais une question de vie ou de mort. Ce n'était pas une simple saison, mais une épreuve d'endurance annuelle, un test cruel sans seconde chance. Imaginez vivre dans une hutte de boue et de branchages, aux murs si fins qu'un éternuement d'oiseau à l'extérieur serait audible. Sans isolation, avec pour seule fenêtre un trou bouché par une peau de bête, la température intérieure n'était que de quelques degrés de plus que le gel mordant du dehors. Les nuits étaient les pires, englouties par une obscurité totale, où le vent hurlait comme un fantôme en colère. Le feu dans l'âtre crépitait pathétiquement, réchauffant à peine les pieds des plus proches, tandis que les autres, à l'autre bout de la pièce, auraient tout aussi bien pu camper dehors, avec de moins bonnes collations. Les vêtements n'offraient guère plus de secours. Les paysans possédaient quelques tuniques de laine rêche et peut-être une cape à l'odeur suspecte de chèvre. L'espoir de se transformer en oignon humain en superposant les couches était une douce illusion. Quant au lit, il s'agissait souvent de simples sacs remplis de foin ou de paille, un luxe partagé avec quelques puces pour tenir compagnie. Le froid n'était pas seulement inconfortable, il était mortel. Les gelures et l'hypothermie étaient des risques constants, surtout pour les jeunes enfants et les anciens. Chaque matin où l'on se réveillait encore en vie était un petit miracle, célébré peut-être avec un navet un peu moins gelé. Un abri contre les éléments. Si vous trouvez que votre appartement a des courants d'air, les paysans médiévaux auraient leur mot à dire. Leur maison, construite en torchis à un mélange de boue, de paille et de bouse animale étaient de véritables tunnels à vent avec un toit. Oui, la bouse était un isolant bon marché et facilement disponible. Les toits de chaume, pittoresques en apparence, fuyaient et s'affaissaient sous le poids de la neige, invitant parfois la faune locale à dîner. Les fenêtres, quand elles existaient, étaient minuscules et couvertes de peaux ou de volets de bois. Le sol était souvent en terre battue, se transformant en une boue glaciale par temps humide. C'était un assaut tridimensionnel contre la chaleur corporelle. Pourtant, les paysans ne se plaignaient pas. Ils bouchaient les fissures avec de la mousse, des vieux chiffons, et se serraient les uns contre les autres, l'isolation humaine à son apogée. Au cœur de cette lutte se trouvait l'âtre. Sans cheminée, la fumée s'échappait par des trous dans le toit où imprégnait la pièce, transformant lentement ses habitants en jambon fumé. Mais ce feu était la seule source de chaleur, de lumière et le centre de la vie sociale. Laisser le feu s'éteindre pendant la nuit était impensable. Pour éviter cela, ils pratiquaient l'art de l'enfouissement du feu, les braises étaient soigneusement recouvertes de cendres pour les maintenir en vie jusqu'au matin. Une seule braise survivante au réveil était une victoire, suffisante pour affronter une autre journée glaciale. Chaleur humaine et animale. Face au froid implacable, le dicton « plus on est de fous, plus on rit » devenait une stratégie de survie. Oubliez l'espace personnel, des familles entières s'entassaient dans le coin le plus chaud, formant une sorte de lasagne humaine ronflante et désespérée. Les plus jeunes au milieu, les grands-parents sur les bords, et si un cousin se présentait, on trouvait toujours de la place. Les animaux de la ferme vaches, chèvres, cochons, poules étaient également invités à l'intérieur. Leur chaleur corporelle était vitale. La maison devenait une fournaise vivante et chaotique. L'odeur était légendaire, mais une vérité simple primait, plus il y avait d'animaux à l'intérieur, moins il y avait d'orteils gelés le matin. Pour se protéger davantage, la mode n'était pas une question de style, mais de survie. Les paysans superposaient tout ce qu'ils possédaient, une tunique de lin, plusieurs tuniques de laine, des jambières affaissées et une peau de mouton en guise de trophée. Étonnamment, la crasse et la graisse qui s'accumulaient sur ces couches non lavées agissaient comme un isolant supplémentaire, une sorte de Gore-Tex médiéval, bien que beaucoup moins socialement acceptable.
Finalement, un ventre plein était une arme secrète. Un repas lourd et copieux, comme un ragoût épais de légumes racines et de pain de seigle dense, générait une chaleur interne qui aidait à survivre à la nuit. Et pour un peu de confort supplémentaire, une pierre plate, chauffée dans l'âtre puis enveloppée dans des chiffons, devenait une bouillotte de fortune, un petit miracle de chaleur glissé sous la paille. La survie n'était pas une affaire individuelle, mais un projet de village. Les voisins veillaient les uns sur les autres, partageant une braise, un repas ou un abri. Car au cœur de l'hiver, personne ne battait le froid seul. L'ascension et la chute d'Anne Boleyn. Née vers l'an 1501, Anne Boleyn n'est pas venue au monde avec une couronne sur la tête. Fille d'un diplomate ambitieux, Thomas Boleyn, et d'Elizabeth Howard, une noble aux liens puissants, sa naissance a à peine fait une vague dans la société Tudor. Pourtant, dès son plus jeune âge, Anne s'est distinguée par son esprit vif et son charme magnétique. Envoyée sur le continent pour parfaire son éducation, elle a d'abord servi à la cour scintillante des Pays-Bas, puis a passé des années en France. Là, elle a maîtrisé l'art de la conversation, de l'intrigue et de l'élégance, apprenant à capter l'attention sans jamais sembler la chercher. À son retour en Angleterre au début des années 1520, Anne était une femme rare. Elle n'était pas d'une beauté classique, mais ses yeux sombres pétillaient d'intelligence et sa présence changeait la gravité d'une pièce. Alors qu'elle servait comme dame d'honneur de la reine Catherine d'Aragon, elle a attiré l'attention la plus dangereuse qui soit, celle du roi Henri VIII. Henri, habitué à l'adoration instantanée, fut captivé par cette femme qui le taquinait, le défiait et refusait d'être sa maîtresse. Anne a fait un pari d'une audace stupéfiante, elle ne serait pas une conquête oubliée. Si Henri la voulait, il devrait en faire sa femme. Ce qui a commencé comme une intense amourette est devenu une crise nationale. Henri était déjà marié à Catherine, reine aimée du peuple. Le divorce était presque impensable, mais la détermination d'Henri, alimentée par son obsession pour Anne et son désir d'un héritier mâle, était sans limite. Pendant près de 7 années angoissantes, la cour a été déchirée par les factions. Henri a défié la tradition, la loi et finalement l'Église elle-même, rompant avec Rome pour créer l'Église d'Angleterre. En janvier 1533, il épousa secrètement Anne. En juin, elle fut couronnée reine d'Angleterre. Son triomphe, cependant, fut de courte durée. Tout reposait sur sa capacité à donner un héritier mâle au roi. En septembre 1533, elle donna naissance à une fille, la future reine Élisabeth. La déception d'Henri fut immense. Anne subit plusieurs autres grossesses, qui se soldèrent par des fausses couches déchirantes. Le roi, autrefois passionnément dévoué, commença à s'éloigner. Ses ennemis, menés par son ancien allié Thomas Cromwell, sentirent le vent tourner. Une nouvelle dame d'honneur, la douce et soumise Jeanne Seymour, capta l'attention errante d'Henri. La trahison et le procès. Les ennemis d'Anne n'ont pas attaqué avec des armées, mais avec des murmures et des mensonges. Cromwell, sachant qu'Henri cherchait une sortie, offrit une solution, le déshonneur. Les accusations étaient monstrueuses et insensées, adultère, inceste avec son propre frère, et complot contre le roi. En mai 1536, Anne fut arrêtée et conduite à la Tour de Londres. Son procès fut une farce macabre, une performance conçue pour donner à Henri ce qu'il voulait. Anne se défendit avec une intelligence et un calme qui stupéfièrent même ses ennemis, mais le verdict était décidé d'avance. Elle fut déclarée coupable et condamnée à être décapitée. Dans ses derniers jours, Anne ne s'est pas effondrée. Elle a passé des heures en prière, réconfortant ses dames d'honneur en larmes. Le 19 mai 1536, elle monta sur l'échafaud. Vêtue d'une robe grise et d'un manteau d'hermine, elle fit face à la mort avec une dignité féroce. Dans son bref discours, elle n'accusa personne et pria pour le roi. Elle s'agenouilla, et l'épée d'un bourreau français, une petite miséricorde accordée par le roi, s'abattit. Elle fut enterrée à la hâte dans une tombe anonyme. Pourtant, l'histoire d'Anne ne s'est pas terminée là. Sa fille, Élisabeth, est devenue l'une des plus grandes monarques de l'histoire anglaise. Par son ambition, Anne a changé le cours de l'Angleterre, par son sang, son héritage a brillé plus fort que n'importe quelle couronne. La Boston Tea Party. Au début des années 1770, la relation entre les colonies américaines et la Grande-Bretagne s'était aigrie. La colère, née d'années de taxes imposées sans le consentement des colons, couvait comme un feu sous la cendre.
Des lois comme le Stamp Act et les Townshend Act, votées par un parlement où les Américains n'avaient aucune représentation, avaient alimenté un profond ressentiment. Il ne s'agissait pas d'argent, mais de principe, les colons se sentaient traités comme des sujets plutôt que comme des citoyens. Boston, en particulier, était devenu le cœur battant de la résistance. En 1773, le Parlement britannique a commis une erreur de calcul fatale en adoptant le Tea Act. Cette loi, conçue pour sauver la Compagnie britannique des Indes orientales en difficulté, permettait à celle-ci de vendre du thé directement aux colonies à un prix réduit. Sur le papier, c'était une bonne affaire. Mais la loi maintenait en place la taxe détestée sur le thé. Accepter ce thé, même moins cher, revenait à reconnaître le droit du Parlement de taxer les colonies sans leur consentement. Pour de nombreux Américains, c'était impensable. La réaction a été féroce. Des groupes de patriotes comme les Fils de la Liberté, menés par Samuel Adams, ont organisé des boycotts. Dans la plupart des ports, les navires chargés de thé ont été renvoyés. Mais à Boston, 3 navires, le Dartmouth, l'Eleanor et le Beaver, sont restés ancrés dans le port. Les autorités royales, menées par le gouverneur Thomas Hutchinson, ont insisté pour que le thé soit déchargé. Les colons ont refusé. La tension est montée, la ville se transformant en une poudrière. L'éclat de la rébellion. La date limite était le 16 décembre 1773. Ce jour-là, des milliers de colons se sont rassemblés à l'Old South Meeting House. Lorsque la nouvelle est tombée que le gouverneur refusait de laisser les navires repartir, Samuel Adams a prononcé une phrase qui a tout changé: « Cette assemblée ne peut rien faire de plus pour sauver le pays. » C'était le signal. Au crépuscule, des dizaines d'hommes, le visage noirci de suie et déguisés sommairement en guerriers Mohawks, se sont dirigés vers le quai. Leur déguisement était un symbole, pas une tromperie. Avec un calme et une précision impitoyables, ils ont pris d'assaut les navires. Armés de hachettes, ils ont méthodiquement fendu les 342 caisses de thé et les ont jetées par-dessus bord. Le port de Boston s'est transformé en une gigantesque théière, l'eau noire tourbillonnant avec des milliers de livres de feuilles de thé. Aucune autre cargaison n'a été touchée, aucun membre d'équipage n'a été blessé. Ce n'était pas une émeute, c'était un acte de défi politique froid et délibéré. La réaction de Londres a été rapide et furieuse. Le Parlement a adopté une série de lois punitives, surnommées les « actes intolérables ». Le port de Boston a été fermé jusqu'à ce que le thé détruit soit remboursé, étranglant l'économie de la ville. Le gouvernement autonome du Massachusetts a été démantelé. Loin d'intimider les autres colonies, ces mesures brutales les ont unies. Elles ont réalisé que si cela pouvait arriver à Boston, cela pouvait arriver à n'importe qui. En punissant Boston, la Grande-Bretagne avait créé un martyre et un cri de ralliement. La Boston Tea Party n'était pas seulement le rejet d'une taxe, c'était le rejet d'un empire. L'étincelle allumée cette nuit-là dans le port de Boston allait bientôt embraser un continent entier, menant directement à la Révolution américaine. Caral, la civilisation oubliée du Pérou. Bien avant les pyramides de Gizeh, avant même que Stonehenge ne se dresse contre le ciel, une civilisation remarquable a émergé dans les vallées arides de la côte péruvienne, Caral. Née il y a près de 5000 ans, cette métropole silencieuse a prospéré puis s'est évanouie, engloutie par les sables et l'oubli pendant des millénaires. Pendant des siècles, le monde ignorait son existence. Le paysage de la vallée de Sup, où Caral a vu le jour, est un désert aride où la vie semble lutter pour exister. Pourtant, c'est ici, au milieu de la désolation, que l'une des plus anciennes grandes cités de l'humanité a pris forme. Caral n'était pas un simple campement, c'était une ville planifiée s'étendant sur plus de 150 acres, avec des pyramides monumentales, des places publiques, des quartiers résidentiels et des espaces cérémoniels. Ses habitants ont accompli cet exploit sans la roue, sans écriture et sans outils en métal, armés uniquement de leur ingéniosité et d'un effort communautaire colossal. Pendant des milliers d'années, les monticules érodés de Caral ont été pris pour des collines naturelles. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que l'archéologue péruvienne Ruth Shadi a révélé la vérité, réécrivant ainsi l'histoire des Amériques. Une société de paix et d'ingéniosité. S'élevant du désert, les pyramides de Caral défient nos connaissances. La plus grande, la pyramide Mayor, atteint près de 60 pieds de haut, une prouesse d'ingénierie conçue pour résister aux tremblements de terre. Contrairement aux pyramides égyptiennes, celles de Caral n'étaient pas des tombes,
mais des centres de cérémonie et de pouvoir. À leurs pieds, de vastes places circulaires englouties invitaient des milliers de personnes à se rassembler pour des rituels communautaires. Ce qui distingue profondément Caral, c'est l'absence totale d'armes, de murailles défensives ou de signes de guerre. C'était une civilisation qui a prospéré non par la violence, mais par la coopération, le commerce et la croyance partagée. Le coton, cultivé grâce à d'ingénieux systèmes d'irrigation, était transformé en filets de pêche et échangé avec les communautés côtières contre du poisson séché et des biens exotiques. La musique jouait un rôle central, des flûtes sculptées dans des os de condor et des tambours en peau de cerf ont été découverts, suggérant une vie rituelle riche et harmonieuse. Le mystère de sa disparition. Pendant des siècles, Caral a été un phare de paix et de culture. Puis, presque sans laisser de traces, elle a été abandonnée. Il n'y a aucun signe de conquête ou de catastrophe soudaine. Les chercheurs pensent qu'un changement climatique, peut-être une longue période de sécheresse, a paralysé son agriculture et ses réseaux commerciaux. La société s'est peut-être lentement désintégrée, les familles partant une à la recherche de terres plus fertiles. Le désert a repris ses droits, et Caral a dormi sous le sable pendant près de 4000 ans. La redécouverte de Caral a prouvé que les Amériques avaient donné naissance à une civilisation monumentale de manière indépendante, en même temps que les premières sociétés de Mésopotamie et d'Égypte. Caral nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas aux armées, mais à la capacité d'une communauté à construire, à créer et à vivre en harmonie. Ces pierres silencieuses racontent une histoire non de conquête, mais d'ingéniosité, une histoire qui continue de nous inspirer aujourd'hui.